Anka, chapitre 2. Loin de se douter des projets matrimoniaux formés par sa mère et sa tante, Anka terminait son stage qu'il avait d'ailleurs commencé dans de bonnes conditions. Il avait trouvé l'amour en la personne d'une jeune étudiante qui portait le biblique prénom de Rebecca. Rebecca était jolie et elle en était consciente. Récemment revenue des États-Unis d'Amérique où elle faisait des études pour enseigner dans les lycées agricoles, cette jeune personne effectuait des recherches pour un mémoire. Le sujet, l'économie rurale en Afrique, continent en développement. Ce fut dans le cadre de ces recherches qu'elle rencontra Anka. Ce fut le coup de foudre. Les recherches sur l'économie rurale prirent une toute autre tournure. Notre étudiante, qui avait seulement 15 jours pour boucler ses recherches et repartir pour l'Amérique, décida de télégraphier à son institut pour annoncer qu'elle resterait 15 jours de plus car recherche de plus en plus passionnante, comme elle l'avait précisé dans son message. La conscience tranquille, Rebecca pouvait se consacrer davantage à ses amours. Elle commença par aller dire à son frère Jean-Louis, avec qui elle vivait depuis son arrivée, qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie et qu'elle allait de ce pas partager son existence. Un soir, en rentrant du travail, Anka avait effectivement trouvé Rebecca installée chez lui. Rétrograde, il avait fait remarquer à sa dulcinée qu'elle aurait pu attendre au moins qu'ils fussent fiancés. Ce à quoi Rebecca Boisbré avait répondu que cela n'avait pas d'importance et qu'il était à la mode de vivre l'amour sans fanfare ni confetti. La vie avec Rebecca allait s'avérer difficile pour Anka. Elle ne savait presque rien faire de ses 10 doigts quant à la cuisine et au ménage. Anka s'occupait de tout, sans jamais se plaindre. Elle le chérissait tant. Rebecca avait aussi une manie, dépenser. Tous les matins, elle demandait de l'argent à Anka. Au bout de 2 semaines, cela se révéla assommant. Elle sortait beaucoup et rentrait souvent tard le soir. Anka savait que les greurs commençaient déjà au bout d'un mois à s'insinuer dans leurs gestes et paroles. Ce soir, il dînait. Rebecca et lui chez les parents de celle-ci. Pendant qu'il l'attendait, on parlait justement d'eux là-bas. Anka et Rebecca, les amoureux, ne vont pas tarder à arriver, dit Victorine Boisbré, la mère de Rebecca. Ainsi donc, Rebecca ne part plus cette semaine en Amérique. Eh non, répondit Madame Boisbré à son amie Gisèle Akpa. Elle dit avoir rencontré l'homme de sa vie. L'homme de sa vie? De quelle famille est-il? Demanda Madame Akpa. Il s'appelle Ewi Anka. Oh, à vrai dire, on ne lui connaît pas d'ascendance particulièrement illustre. C'est un jeune de la région de Jacquesville en tout cas. Ah bon? Fit Gisèle Akpa un rien dessus. Oh, si on fouillait dans son arbre généalogique, on trouverait bien un parent même éloigné qui soit connu. Peut-être, répondit Victorine Boisbré avec une moue d'agacement. De toute façon, c'est un fils de modeste paysan. Il n'est pas mal de sa personne, mais... Ah, mais... L'amour, s'écria Gisèle Akpa, interrompant son amie, au nom de ces sentiments qui ne nous emmènent-on pas. Mais moi, j'ai prévenu mes enfants. Pas question de venir me présenter des gens sans référence ni des gens pauvres. Qu'ils se débrouillent pour tomber amoureux à bon escient. Tu n'as pas à t'inquiéter, dit Victorine Boisbré avec une pointe d'ironie. Vous ne fréquentez pas que le gratin de la société ivoirienne. N'exagère pas, s'offusqua Gisèle Akpa. Nous sommes en contact avec toutes les couches sociales. Et puis, dis-toi bien que mon mari ne sera pas toujours ministre. On a beau survivre à de nombreux remaniements, la situation n'en est pas moins éphémère. N'empêche, insista Madame Boisbré, si demain ton mari n'est plus ministre, il demeurera quand même pharmacien et c'est toujours la Jet Society qui sera votre monde. Ce qui m'ennuie dans le cas de Rebecca, c'est qu'elle ait quitté la maison où elle vivait avec son frère pour s'installer chez ce jeune homme qu'elle connaît à peine, fit Gisèle. Et vous ne trouvez rien à redire à cela, Samuel et toi. Que veux-tu que nous fassions? Répliqua Victorine. Les temps ont changé. Les jeunes s'aiment, s'installent ensemble et se marient après. Si ça ne marche pas, on recommence. Rien ni personne ne peut s'y opposer. Plutôt que de me brouiller avec Rebecca, j'ai préféré être de son côté. Je lui ai néanmoins fait comprendre que ce fils de villageois ne ferait pas l'affaire comme mari, mais elle n'a rien voulu savoir.
Le domestique de Boisbré vint annoncer que Rebecca et son monsieur étaient là. Victorine se leva aussitôt et suivit le domestique. Rebecca, éclatante dans une robe blanche qui lui arrivait à mi-mollet, tenait la main d'Anka qui lui aussi portait un ensemble de toiles blanches. Ils embrassèrent Victorine Boisbré et s'avancèrent pour saluer Gisèle Akpa. Elle regardait venir à elle le couple et le trouva bien assorti. Dommage qu'Anka ne fût qu'un illustre inconnu. Alors, papa n'est pas encore rentré? Demanda Rebecca en s'asseyant. Non, répondit sa mère. Anka, ça va? Oui, ça va. Mais à quelle heure allons-nous pouvoir être au concert? J'aurais dû dîner avant de venir. Se plaignit Madame Akpa qui ne quittait cependant pas Anka des yeux. Ne t'en fais pas, Gisèle, intervint Victorine. Samuel ne va pas tarder. Et puis, nous dînerons ici avant de partir. Jean, lui, ne va pas au concert, demanda Gisèle sautant du coq à l'âne. Il dit que cela ne l'intéresse pas, répondit Rebecca. Mon frère est un russe personnage, un concert symphonique pensé. Le pire, c'est qu'il va se mettre en mauvais thème avec l'ambassadeur de France dont nous sommes les invités. Mais oui, renchérit Victorine Boisbré, ils aiment se mettre à dos les gens qu'il ne faut pas, ces chers enfants. Gisèle Akpa se contenta de pousser un grand soupir. Les enfants ne font que créer des problèmes à leurs parents. Que penser de l'attitude d'une fille telle que Rebecca? Avec l'éducation qu'elle a reçue, le niveau de vie que lui offrent ses parents, comment peut-elle s'amouracher d'un fils de paysan pauvre? Technicien en agriculture, qu'est-ce qu'on en a à faire? On le dit beau garçon, bien élevé, cultivé, mais actuellement ce n'est plus de cela qu'on tient compte. Il faut être aussi issu d'une famille où, au moins, il y a quelqu'un qui puisse servir de point de repère. Rebecca a pour grand-père paternel une des figures de proue de notre indépendance nationale. Son père lui-même est pharmacien et sa mère médecin. Elle n'a fréquenté que les meilleures écoles, n'a jamais été en contact avec n'importe qui. Et lorsqu'on dit Boisbré, cela évoque quelque chose. Lui, Anka, le bien-aimé, n'avait rien de tel à offrir. Samuel Boisbré arriva enfin. Il ôta de sa bouche la pipe éteinte et se pencha pour dire bonjour à chacune des personnes présentes. Il s'excusa de son retard et remit au domestique sa veste et sa serviette. Victorine s'empressa aussi autour de son mari. Il la regardait avec tendresse. Elle lui fit apporter de la glace, tandis qu'elle-même allait chercher son pastis. Le père de Rebecca échangea quelques mots avec Anka par pure courtoisie. Anka savait que Samuel Boisbré n'était pas spécialement ravi à l'idée de la voir pour gendre. Ils n'étaient pas du même monde, cela était une évidence. Selon Boisbré, il fallait éviter les mésalliances, un point c'est tout. Cependant, comme il avait épousé celle qu'il aimait, il estimait qu'il devait à son tour jouer le jeu avec ses enfants. Et cela d'autant plus qu'il n'avait pu en avoir que deux. Papa, et le cocktail de la semaine prochaine? Quel cocktail, Rebecca? Mais voyons, Coco. Sophie offre un cocktail ici après la soutenance de sa thèse, rappela Victorine à son mari. Ah oui, j'avais complètement oublié. Excuse-moi, Vivi, c'est la vieillesse. Tout le monde rit. Victorine appela le cuisinier pour s'enquérir du menu. Elle lui avait laissé le choix, lui ayant juste précisé qu'il s'agissait d'une collation à prendre avant d'aller au spectacle. Tiens, s'étonna Gisèle Akpa. Tu as un cuisinier maintenant? Oui, ma chère, répondit Victorine. Les cuisinières sont décidément trop pénibles. Comment fais-tu pour le foutu alors? J'en fais venir de chez mes sœurs ou de chez mes cousines. Nous n'en mangeons guère, tu sais, cela fait grossir. C'est vrai que cela ne fait pas que du bien, reconnut Gisèle, mais les enfants et moi ne pouvons nous en passer. Gaudens râle toujours à ce sujet, mais nous résistons. Victorine rassembla son monde, le repas était servi. Rebecca, tenant toujours la main d'Anka, l'entraîna vers la table. Elle le fit asseoir près d'elle. La tête sur l'épaule d'Anka, elle attendait le moment de se servir. Anka ne bougeait guère. Il regardait comme d'habitude évoluer la maisonnée. La vie des Boisbré bien réglée, bien propre, bien douillette, lui semblait artificielle. Chacun jouait sa partition sans fausse note. Enfin, presque. Depuis que Rebecca et lui se connaissaient, ils allaient de bal en cocktail, de cocktail en dîner, de dîner en concert. Certains jours,
Rebecca jouait du piano quand il passait la soirée chez ses parents. Le frère de Rebecca, Jean-Louis, et Anka se vouaient un respect tout à fait suspect. Mais tant que la politesse y était, nul n'y trouvait à redire. Servez-vous, proposa Victorine. Il y a de la soupe de poisson, une pizza, une tarte au fromage, ensuite ce sera la salade ou le dessert. Apporte-nous du vin, ordonna Samuel Boisbré à son boy. Le repas se déroulait dans une ambiance de gaieté. En cela, au moins, Anka devait leur rendre honneur. Chez les Boisbré, on était rarement triste. Leur joie était réelle. Ils étaient vraiment très au-dessus des soucis matériels, trop pour être anxieux. De plus, ils jouissaient d'une bonne santé. Dans la grande propriété qu'ils possédaient à Danga, les Boisbré recevaient beaucoup. Ambassadeurs, professeurs, corps médical, parents et amis. Madame Boisbré avait récemment ouvert un cabinet de pédiatrie qui marchait bien. Pour eux, tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Leur fils Jean-Louis venait de finir ses études en pharmacie et secondait son père. Sophie Tanoé, sa fiancée, soutiendrait sa thèse de doctorat de 3e cycle en droit la semaine prochaine et les Boisbré avaient tenu à offrir le pot après la cérémonie. Rebecca était toute excitée. À cause de cette réception, c'était à croire qu'elle ne vivait que pour cela. Elle avait cependant expliqué à Anka que cette frénésie était due au fait qu'en Amérique, elle n'avait guère l'occasion de s'amuser de la sorte. Rebecca savait qu'Anka l'accompagnait partout où elle allait parce qu'il l'aimait et voulait lui être agréable, mais que rien ne l'intéressait moins que ses festivités sans fin. Durant tout le repas, Rebecca et sa mère ne cessaient de discuter de l'organisation du cocktail. Gisèle Akpa était aussi toute heureuse à la perspective de cette réception. Elle donnait son point de vue et faisait des suggestions chaque fois qu'elle l'estimait nécessaire. C'était une grande amie de Victorine Boisbré. Ses enfants Paul, Esther et Virginia étaient professeurs à l'intérieur du pays. Paul enseignait l'anglais, Esther l'espagnol et Virginia les mathématiques. Ce week-end, Gaudens Akpa était allée voir Virginia à Boaké et Gisèle restait seule passer le temps avec les Boisbré. Son mari était ministre de l'Information après avoir eu le portefeuille des Affaires sociales pendant de longues années. Parfois, Gisèle se sentait bien isolée. La vie l'avait séparée de ses nombreuses camarades d'école. Il faut bien dire qu'elle avait préféré à ses sincères attachements de l'enfance et de l'adolescence les amitiés, les sentiments factices de gens de même statut social. Fille de modestes commerçants, elle s'était mariée très jeune avec Gaudens Akpa, alors étudiant. Avant même d'avoir fini ses études d'infirmière, elle savait donc que son standing ne serait pas celui de tout repos, de tout monde. Son mari n'avait exercé que pendant 7 ans avant d'être appelé à de hautes fonctions. L'heure d'aller au concert avait sonné. Samuel Boisbré, qui avait pris une douche rapide, proposa à Rebecca et Anka de prendre la voiture de Madame Boisbré, tandis que lui-même emmenait Gisèle et Victorine. Rebecca demanda à Anka de conduire. Il avait accepté sans hésiter. Elle était à présent assise, la tête contre l'épaule de son amoureux. Une cassette diffusait de la musique classique. Rebecca se sentait bien. Elle aimait actuellement Anka. Il lui semblait le connaître depuis toujours. Elle n'ignorait pas que ses parents ne mourraient pas d'envie de le voir entrer dans leur famille, mais elle s'en moquait. Qui Anka désirait-il épouser, eux ou elle? L'essentiel était que les principaux intéressés fussent d'accord sur tout. Tant pis pour les autres. Jean-Louis allait combler les vœux secrets de leurs parents, puisqu'il épouserait Sophie Tanoé, fille de banquier et petite fille de militant de première heure. Qu'est-ce qui prouvait que le père d'Anka ou même son grand-père n'avait pas participé à la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Il y avait tellement de militants de première heure qui se sont battus dans l'anonymat. Anka repensait sans le vouloir à cette idylle avec Rebecca. Il aimait follement cette fille. La laisser repartir aux États-Unis était pour lui une épreuve sans précédent. Il ne pouvait tout de même pas lui demander de tout abandonner pour lui, pour eux. Elle n'aurait certes pas refusé, mais la famille Boisbré n'apprécierait pas et peut-être que demain, Rebecca elle-même le lui reprocherait. Elle lui avait d'ailleurs proposé de l'accompagner là-bas, mais il avait dit non. Il pensait aussi à sa mère.
Saurait-elle s'entendre avec Rebecca? Apparemment non. Rebecca était malheureusement le prototype de femme que sa mère refusait d'avoir comme bru. Que faire? Tout était allé tellement vite entre Rebecca et lui. Il y avait foule devant le Centre culturel français. L'attaché culturel de l'ambassade de France, Jean Dupuis, vint au-devant de Gisèle Akpa, Victorine et Samuel, tandis que sa femme Dorothy faisait signe à Rebecca et Anka de s'avancer. Les nouveaux arrivants retrouvaient là bon nombre de leurs relations et de petits groupes se formaient aussitôt. Peu après, on commença à entrer et à s'installer. Rebecca trépagnait d'impatience. On allait jouer du Chopin, quel délice! Anka suivait le groupe avec le même intérêt mitigé, mais Rebecca ne s'en aperçut même pas. Il n'y avait pas de raison que la musique classique ne plût pas à Anka. Elle sera fort la main de ce dernier. Il lui sourit en retour. Tout allait bien. La lumière s'éteignit et les chuchotements cessèrent. Seule l'estrade était éclairée. Le concert commença. Anka fit pencher la tête de Rebecca contre son épaule et l'embrassa au creux du cou. Ainsi, je peux dire que termine la première partie du chapitre 2. La deuxième partie. Fabuleux, s'écria Rebecca en entrant dans le studio où elle vivait avec Anka. Elle se déshabilla et suivit Anka dans la salle de bain. Il se lava rapidement et sortit laissant Rebecca surprise. D'habitude, il l'attendait. Elle ne traînait pas non plus. Parfumée, vêtue d'une nuisette de soie blanche à fines bretelles, elle rejoignit Anka dans la chambre. Il lui parut tout à coup bien pensif. En effet, assis sur un pouf au pied du lit, Anka semblait méditer profondément. Il réalisait qu'en dépit des apparences, la vie avec Rebecca ne serait pas une sinécure. « Qu'as-tu, mon amour ?» demanda Rebecca en entourant de ses bras le cou d'Anka. « Tu ne viens pas dormir ?»« Si j'arrive, je réfléchissais. »« Tu réfléchis trop, mon amour. Tu penses trop. Il ne faut pas. Les ordinateurs sont là pour cela. » Le taquina-t-elle en lui prenant le bras. « Allez, viens. Vas-y, je te rejoins bientôt. Je n'ai pas sommeil. »« Tu as faim peut-être, dit Rebecca. Tu aurais pu le dire plus tôt. Qu'aurais-tu fait? » J'aurais pris de quoi manger chez ma mère, bien sûr. Si je vis avec une femme qui ne me prépare pas à manger, je fais la cuisine moi-même. Je ne vais pas chercher à manger dans d'autres maisons. Nous y revoilà, s'écria Rebecca. Comme si ne pas savoir cuisiner était un vice. Chez nous, les Aladiens, c'est pire, c'est une tare. Eh bien, je vous plains. Tu sais, il faut bien que les bonnes aient, elles aussi, du travail. Si toutes les femmes se mettaient à faire la cuisine, que deviendraient ces pauvres? En ne cuisinant pas, je rends service à la société. Et puis, mon chou, aujourd'hui, cela ne compte plus d'être un cordon bleu. Ce qu'on recherche chez la femme, c'est autre chose. Dis-moi, mon ami, est-ce que tu ne te serais pas trompé d'époque par hasard? Je crois que si, dit Anka en riant. Il souleva Rebecca comme un enfant et la porta sur le lit. Ses yeux de poupée brillaient de joie, elle l'embrassa. Cela faisait un bon moment qu'Anka était rentré du travail. Fidèle à ses habitudes, Rebecca n'était pas à la maison. Il se versa un petit matinée et s'assit devant la télévision. Il était fatigué, car toute la journée, il avait été avec ses élèves sur un chantier. Lui qui espérait trouver au moins cette fois, Rebecca, l'attendant, fut bien déçu. Anka avait la paresse de préparer le dîner aujourd'hui. Il mangerait une boîte de cassoulet ce soir. En principe, il dînait chez les parents de Rebecca avec les Tanoué, mais lui ne voulait pas y aller. La clé tourna dans la serrure et Rebecca apparut. Elle était resplendissante. « Mon pauvre amour !» s'exclama-t-elle en entrant. « Que fais-tu? Tu ne t'es pas encore préparé ?» Et elle vint l'embrasser. Anka lui rendit son baiser, mais ne bougea pas. Rebecca éteignit la télévision, prit des mains d'Anka le verre et comme il ne bougeait toujours pas, elle se fit câline et s'assit sur ses genoux. « Je sais que tu m'en veux. Tu as raison, mais ce n'est pas ma faute. Madame Akpa m'a gardée avec elle toute la matinée et cet après-midi, c'est maman qui m'a embarquée pour l'orphelinat de Bingerville. J'ai juste eu le temps d'arriver chez la coiffeuse et d'en ressortir.
Tu n'as rien mangé en attendant, évidemment. Tu vas encore m'en faire porter la responsabilité alors que je te propose depuis longtemps de faire venir une bonne pour la cuisine. Tu te prépares maintenant, s'il te plaît? Me préparer à quoi faire? Demanda Anka d'un air las. Voyons, mon chéri, les parents de Sophie et les miens nous attendent pour dîner. Désolée, mais je suis trop fatiguée pour sortir ce soir, mon amour. Quoi? Sophiska Rebecca, tu refuses de m'accompagner chez mes parents le soir où les Tanoé y sont invités? Est-ce que tu te rends compte de la portée de ton geste? Parfaitement. Puisque tu ne peux te passer de ces gens, rejoins-les. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ces gens, Madame Tanoé est ma marraine et Sophie, sa fille, la fiancée de mon frère. Et tu t'imagines qu'on peut refuser au dernier moment une invitation? Rebecca, vas-y avec Jean-Louis, tu m'excuseras auprès d'eux et des Tanoé. Ah non, tu ne vas pas commencer à faire des caprices. Tu savais très bien que les Tanoé tenaient à nous avoir à ce dîner chez mes parents ce soir et tu avais accepté l'invitation. Je n'ai pas la moindre intention d'y aller sans toi. Alors, nous passerons la soirée ici tous les deux, ce qui ne nous est pas souvent arrivé depuis que nous nous connaissons. Que veux-tu que nous restions faire tous les soirs enfermés dans ce petit studio? Tante Pauline, qui rejoint son mari en Italie, nous a laissé son appartement. Un autre que toi aurait bondi sur l'occasion. Tu as trouvé le moyen de faire savoir à ma tante que tu préférerais ton studio à son appartement. Nous ne pouvons recevoir personne donc. Il ne nous reste qu'une solution à sortir. Monsieur ne veut pas en entendre parler. Moi, monsieur ne veut pas en entendre parler non plus. Que me veux-tu à la fin? Rien, répondit Anka. Heureusement, je t'ai posé la question ce soir. J'aurais pu avoir des doutes pendant longtemps. Moi qui pensais que tu m'aimais, Rebecca. S'assit, tremblante d'émotion. Je n'ai pas prétendu le contraire, ma chérie. Bon. Puisque nous y sommes, parlons-en. Quelles sont tes intentions en ce qui me concerne? Je ne sais pas vraiment. A priori, je voudrais que tu deviennes ma femme, mais quoi en cas? Je suis ici depuis plus d'1 mois et demi et tu ne sais pas encore ce que tu comptes faire de moi? Pour quelle raison vivons-nous ensemble alors? Crois-tu qu'1 mois et demi suffise pour savoir ce qu'on veut faire avec qui l'on aime? Tu ne peux pas me demander pourquoi nous vivons ensemble. L'initiative vient de toi. Si tu n'étais pas d'accord, je ne serais pas restée. Je suis venue vivre avec toi parce que je croyais que mon amour était partagé et que nous n'allions pas tarder à nous marier. Or, je me trompais. Anka, je ne te croyais pas. Pareil à ces hommes qui installent ou laissent s'installer des femmes chez eux sous prétexte de voir si ça peut marcher et qui, une fois lassés de celle-ci, les laissent tomber avec ou sans enfant pour en épouser une autre. Je ne suis réellement pas de ceux-là. C'est d'ailleurs pour cela que je t'ai fait remarquer quand tu as aménagé ici que c'était un peu prématuré. Tu m'avais répondu qu'il était à la mode de vivre l'amour sans fanfare ni confetti. Je t'ai laissé aménager le studio et organiser notre vie comme tu l'entendais. Tout à fait comme si tu étais ma femme alors que tu ne l'es pas. Et sois-en sûr, il n'y aura pas d'enfant entre nous. S'il ne tient qu'à moi avant que nous ne soyons passés devant le maire, je serais de mauvaise foi si je prétendais que je suis mécontent que tu vives avec moi. Tu es donc heureux que je sois ici et tu ne fais rien pour me le prouver? Que veux-tu que je fasse que je n'ai déjà fait? Tu ne sors que quand j'en ai envie. Tu refuses que j'organise des bals, des réceptions. Tu ne veux pas que je voyage avec mes amis alors que tu ne m'emmènes nulle part. Tu n'es pas d'accord pour que je prenne une domestique alors que nous en avons besoin. Tu hésites chaque fois que je te demande de l'argent pour notre foyer. Rebecca, lorsque je t'ai rencontré et aimé, je ne savais pas qui étaient tes parents. Je ne les avais rencontrés qu'une fois au moment où tu t'établissais ici. Ce que tu voulais, c'était un mariage à l'essai. Si cela marche, on légalise, sinon, on se sépare sans problème. Comme si on pouvait s'aimer, partager tout et se séparer ensuite sans aucun problème. Les femmes comme toi, Rebecca, ne font aucun effort. Elles savent qu'elles ne prennent pas de risques. Elles ne s'investissent pas à fond en amour car la porte de sortie n'est pas verrouillée. Tant qu'on peut profiter l'un de l'autre sans aucune contrainte, pourquoi pas?
Crois-tu que ce comportement soit exclusivement celui des femmes? Le plus souvent, ce sont les hommes qui agissent ainsi. Je te l'accorde, Rebecca. Mais c'est parce que les mœurs ne sont plus ce qu'elles étaient. Il n'y a pas si longtemps, aucun parent ne laissait sa fille quitter la maison familiale sans être mariée. Maintenant, les parents leur donnent leur bénédiction quand ce ne sont pas eux-mêmes qui, à l'occasion, se livrent au concubinage. Le mariage a perdu son caractère premier. Il est devenu une simple formalité. À quoi sert le mariage? Entend-on de plus en plus dire. Tout s'en va, tout part. L'union libre n'est tout de même pas une nouveauté dans ce pays. Nos grands-parents l'ont bien pratiqué avant nous. Non, Rebecca, non. Il n'existait peut-être pas de mariage civil et religieux autrefois, mais il y avait le mariage coutumier sans lequel aucun couple n'aurait pu vivre ensemble. Rebecca se mit à sangloter. Anka se précipita vers elle et la prit dans ses bras. Il l'aimait tant, mais elle ne semblait pas toujours le comprendre. Comment se marier si, dès à présent, on n'arrivait pas à être d'accord sur le mode de vie? Rebecca ne lui avait même pas laissé le temps de la connaître qu'elle était déjà installée dans sa maison et sa vie. Quand le désir s'en irait, que resterait-il qui aiderait à fermer les yeux sur les défauts de l'autre? Ne pas se marier quand on s'aimait encore et qu'on pouvait facilement pardonner, mais le faire quand les sentiments s'essoufflaient. Pourquoi? Viens ma chérie, dit Anka, je vais m'apprêter. Merci mon amour, répondit d'une voix étranglée Rebecca en l'embrassant, puis elle alla se refaire une beauté. Elle se disait que quelque chose allait craquer entre eux. Peut-être ses amis lui déconseillaient-ils de se marier avec elle. Et puis, il y avait la mère de son amoureux. Elle ne l'avait pas encore vue. Anka était majeur, on n'avait donc pas forcément besoin du consentement de sa mère pour le mariage. Il était question d'aller très prochainement au village rencontrer la mère d'Anka. Ils iraient certainement. Dans le taxi qui les emmenait chez les Boisbré, Rebecca et Anka étaient assis enlacés. Anka regrettait d'avoir dit à Rebecca qu'il ne savait pas encore s'il l'épouserait ou pas. Il n'aimait pas la voir pleurer. Dans un mois ou deux, si du côté de leurs parents respectifs, il n'y avait aucun obstacle, ils fixeraient la date de leur mariage. Anka était plutôt du genre conservateur et l'union libre ne faisait pas vraiment son affaire. Cela lui donnait la pénible impression d'être assis en deux chaises. Ou bien il était marié, ou bien il était célibataire. Seulement, fallait-il épouser cette fille? Les choses changeraient-elles après le mariage? Cela n'était pas certain. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était la réaction de Becky, sa mère. Il savait d'avance que Rebecca et elle ne s'entendraient pas. Tout les séparait, la naissance, l'argent, la vision du monde et surtout l'ethnie. Anka était trop amoureux de Rebecca pour penser à l'abandonner parce qu'elle ne parlait pas la même langue maternelle que lui. Comme dans tous les cas, elle ne parlait pas bêté non plus, le problème ne pouvait se poser. Anka et Rebecca firent une entrée pour le moins remarquée quand notre amie, juste en franchissant le seuil de la salle à manger, prit son talon aigu dans un pan de sa robe qui, mi-longue et trébucha. Anka la rattrapa de justesse, mais la pochette en cuir avait eu le temps de tomber et de répandre son contenu. Le petit miroir avec l'atomiseur, le poudrier et le peigne assorti de chez Dior que les enfants Akpa avaient offert à Rebecca à son retour de Californie, faillit y rester. Heureusement, il y eut plus de peur que de mal. En fin de compte, il n'y avait pas que les Tanoé à ce dîner. Le ministre Akpa, sa femme et leurs 3 enfants, de même que Jean Dupuis, l'attaché culturel de l'ambassade de France, sa femme Dorothy et leurs 2 enfants étaient présents. Rebecca et Anka firent le tour de la table pour dire bonsoir avant de s'asseoir. C'était un dîner intime, mais les lustres en cristal du salon et de la salle à manger n'en étaient pas moins allumés et le sol et les murs en marbre n'en reluisaient pas moins non plus. Martial, Josette Tanoé qui accompagnait Gilbert, le père de sa fille, était placée entre sa sœur Sophie et M. Akpa. Elle souriait à Rebecca et Anka. Il en était de même pour Virginia, Esther, Akpa et Jean-Louis. Ces jeunes étaient manifestement contents de se retrouver et espéraient qu'après le dîner, les parents les libéreraient bien vite afin qu'ils puissent s'éclater.
Ils aimaient bien être en compagnie les uns des autres, sauf Jean-Louis qui, comme d'habitude, préférait jouer les loups solitaires. Mahmoud, dit Victorine Boisbré, veille à ce qu'il ne manque rien sur la table des enfants. Ne vous en faites pas, madame, assura le très stylé maître d'hôtel. Ce n'en était évidemment pas un vrai. Des Boisbré, Marguerite s'occupe d'eux. Comment Marguerite est encore dans cette maison? S'écria avec humeur Samuel Boisbré. Mon ami, intervint Victorine d'un ton apaisant. Ce n'est pas le moment de régler ce genre d'histoire. Après tout, Marguerite est ta nièce et quoi qu'elle ait pu faire, tu ne veux pas la jeter dehors du jour au lendemain. N'ai-je pas raison, Gisèle, ma chère? À première vue, si, répondit celle-ci. Tout le monde se mit à rire et cela détendit quelque peu l'atmosphère. Tout au fond de la salle à manger, la dite Marguerite, qui n'avait pas perdu un mot de la conversation, ignorait superbement le reste des convives. Son teint clair, mis en valeur par la lumière des lustres, semblait à présent tout seul une provocation. Marguerite n'était pas de ces filles tout en finesse qui font rêver les agences de mannequins. Elle était plutôt du genre brute, sauf le visage. Mais rien en elle n'était rustre. Marguerite était criante de sensualité. Elle ne faisait rien pour cela. Il serait honnête de reconnaître qu'elle était coquette et que toutes les toilettes lui allaient bien. Marguerite Boisbré était une personne très dévouée. Depuis 5 ans, elle vivait chez son oncle paternel, faisant toutes les petites courses de la maison. Ces dernières semaines, elle s'était entichée d'un commerçant libanais qui venait d'emménager tout près de chez les Boisbré. Elle ne tenait plus en place. Samuel Boisbré, qui se remettait déjà assez difficilement du choc provoqué par le concubinage de Rebecca avec Anka, avait décidé qu'avec Margot, ce serait vite réglé. Elle retournerait immédiatement auprès d'Isaac, son père. Victorine n'était pas d'accord, l'intéressait encore moins. Et comme Victorine, par ailleurs, était fatiguée de voir Margot inondée de larmes le photo qu'on lui demandait de piler, on avait pris la résolution de garder la jeune fille à la maison. À ses risques et périls. C'était bien le cas de le dire parce que, figurez-vous, avec Margot, ça n'était pas la bagatelle pour la bagatelle. Elle aimait Samy et elle aimait les enfants métis, alors tante Victorine et sa contraception saluent. On n'eut pas à discuter longtemps des émois des jeunes filles de 18 ans car on savait l'entrée. Des melons très odorants farcis de crevettes et de mayonnaise. Ces temps-ci, il faisait extrêmement chaud et ces fruits étaient les bienvenus. Tous les convives exprimaient leur joie. Maurice, le cuisinier, se rengorgeait devant l'accueil fait à son plat. Mahmoud le lui prit des mains et commença à faire le tour des convives. Marguerite profita de ce moment pour aller à la cuisine chercher leur part d'entrée. Sur la même table qu'elle se trouvaient Elga et Francis, les enfants des Dupuis et la fillette de Martial Tanoué. Ils étaient bien habitués les uns aux autres et aimaient bien Tata Margot. Margot qui, comme beaucoup de parents pauvres, était presque toujours présente à la fête, mais n'y prenait pas vraiment part car elle était soit occupée à aider le personnel de maison, soit affectée à la surveillance des enfants des invités. Anka s'ennuyait ferme. Il n'avait rien contre ceux qui parlaient politique. Samuel Boisbré, Jean Dupuis et Gaudens Akba, œuvres charitables, Victorine Boisbré, Gisèle Akba et Paula Tanoué, ou même concert, Sophie, Martial, Josette et Rebecca. Cependant, il aurait tellement souhaité voir ces gens s'intéresser à de véritables problèmes. Uniquement, ce qui menaçait ou augmentait leur petit confort les intéressait. Lui, en cas, ne pensait qu'à sa mère, aux conditions de travail difficiles qui étaient les siennes et à la maison qu'il lui faudrait construire. Il pensait à toutes ces tombes dont certaines avaient disparu dans les cimetières. Reste de ceux qui avaient un jour pensé qu'ils étaient légitimes de quitter sa case pour une maison en dur. Anka pensait aussi à la vie familiale calme qu'il risquait de ne jamais connaître avec Rebecca. Goûtez ça, vous m'en direz des nouvelles. Je l'ai moi-même préparé. C'est ma grand-mère paternelle qui avait épousé un adjoukrou en seconde noce qui m'a appris à cuisiner le macharon frais de cette façon. Alors, je goûte cela le premier, dit Jean Dupuis, qui joignit le reste à la parole. C'est sublime. Tu en veux, chérie? Oh oui, répondit sans hésiter Dorothy, qui pourtant craignait le piment. Ah oui, c'est vraiment bon. Servez-vous donc, dit Samuel en riant. Cela se mange avec de la tiquée, mais si vous préférez du riz, il y en a.
La soupière fit le tour de la table et repartit à la cuisine vide. Victorine en était ravie. La Tchéké huilée, en dépit de l'heure tardive, rallia tous les suffrages. On en demanda même. Ce petit monde ne détestait pas de se retrouver chez les Boisbré parce que la cuisine y était excellente. Comme beaucoup d'intellectuels d'autrefois, Madame Boisbré n'hésitait pas à mettre la main à la pâte. Elle avait un talon d'Achille, le foutou. Elle n'avait jamais su le piler correctement, du coup, elle lui avait trouvé tous les défauts et l'avait pratiquement supprimé du menu familial. Dans les grandes occasions, elle en commandait ou demandait à Margot d'en préparer. On apporta une sauce claire aux tripes avec du riz blanc. Les convives ne se firent pas prier cette fois non plus. Paola Tanoé, la discrète encadrée par Samuel Le Gaudens, complimenta de sa voix douce Victorine. Mais celle-ci dit que c'était au cuisinier que revenait cet éloge. Claude Tanoé ne parlait pas beaucoup ce soir, mais il mangeait d'un solide appétit. Ce géant, 1,85 m au regard malicieux, ne dédaignait pas la bonne chair. Bien souvent, d'ailleurs, il envoyait une petite enveloppe à Victorine Boisbré pour qu'elle organisât un déjeuner ou un dîner comme celui-ci. Non pas que Paola, sa femme, ne fût pas une bonne cuisinière, mais il était, disait-il, tellement habitué à ses plats qu'il n'en saisissait plus tout à fait le goût. En tout cas, ce soir, il était certainement le plus heureux des convives. Victorine dit Dorothy Dupuis. La semaine prochaine, nous allons tenir une série de réunions de femmes de diplomates français en Côte d'Ivoire et chaque séance sera close par la démonstration d'une recette de cuisine ivoirienne. J'aimerais que tu m'aides à trouver des démonstratrices. Après la dernière réunion, nous organiserons un petit dîner pour tous les diplomates français et leurs familles. Je vous y convie tous. D'ailleurs, et merci, dit Victorine, il n'y a aucun problème. Je vais vous trouver des dames expertes en cuisine. Margot pourrait se joindre à elle. Je serais très heureuse de pouvoir vous rendre ce service. La conversation roula pendant un assez long moment sur l'idée de Dorothy Dupuis. Comme à l'accoutumée, Rebecca se montra enthousiasmée. « Ah, au fait, mon chéri, s'exclama-t-elle soudain. J'avais oublié de te le dire. J'ai eu un contrat pour être hôtesse à la prochaine conférence sur le café cacao. Elle se tient où et quand? Demanda Anka. Ici à Abidjan le 15 prochain. Toi aussi? S'écria Martial Tanoé. Ce sera super, on sera ensemble. Rebecca n'ira pas à cette conférence, déclara Anka d'un ton froid. Elle a toutes ses notes à mettre en forme. C'est pour son mémoire qu'elle est venue de Californie, je crois. Il y eut un silence à couper au couteau. Anka continua à manger tranquillement. Il venait de donner à Rebecca une leçon de plus. Elle pensait le museler en lui annonçant devant ses parents et leurs invités qu'elle allait travailler comme hôtesse. C'était bien mal le connaître. Jusque-là, elle n'avait pas compris que s'ils demeuraient généralement silencieux lorsqu'ils étaient hors de chez eux, c'était tout simplement parce qu'ils ne trouvaient rien parmi les préoccupations des autres qui correspondent aux siennes. Mais que ce n'était pas par timidité. Elle venait de l'apprendre à ses dépens. Cette mise au point permettait aussi à tous de savoir que dans leur foyer futur, ce ne serait pas Rebecca qui porterait la culotte. Heureusement, le cuisinier s'est suivi de Mahmoud apparu poussant un petit chariot où trônait une immense tarte aux fruits. « Oh !» s'exclama Martial Tanoé. « C'est l'œuvre de Sophie et de Rebecca, » dit Madame Akpa. Anka n'en crut ni ses yeux ni ses oreilles. Rebecca savait quand même cuisiner quelque chose. Elles y ont passé la matinée. D'abord, aller préparer la pâte et faire le fond de tarte à la boulangerie chez Camille, une des sœurs de Madame Tanoé, et revenir à la maison préparer la garniture, puis retourner finir la tarte, expliqua Gisèle Akpa. Je ne m'en serais jamais douté, répondit Victorine. Vous êtes de vraies cachotières. En un tour de main, les assiettes et couverts à dessert remplaçaient ceux du service précédent et on commença à découper et à servir la tarte. Rebecca chercha et vit dans les yeux d'Anka le compliment qu'elle attendait. Elle lui sourit et lui envoya du bout des doigts un baiser. « Qu'on apporte donc du champagne, mon Dieu !» cria Boisbré. « Alors, Madame Boisbré, que se passe-t-il? Du champagne, du champagne. Ça vient, Monsieur Boisbré. J'avais peur que le champagne ne dénature un peu le goût de la tarte. Ou plutôt, l'inverse, corrigea Tanoé, mais n'ayez crainte. Mahmoud, dépêche-toi. Oui, madame, je suis prêt. Alors serre. Allez,
Bon appétit, une fois de plus, à tous, lança Boisbri. Ainsi s'achève notre partie 2 du chapitre 2. Nous commençons maintenant la troisième partie de notre chapitre 2. Le fils aîné de Thève, Joseph, cousin d'Anka, vint ouvrir quand on sonna à la porte d'entrée. Il sourit en reconnaissant Anka. « Tonton Georges est là », cria-t-il à sa maman. « Je t'ai toujours dit de ne pas m'appeler Georges », retorqua Anka à l'enfant. « Oui, j'arrive », fit une voix qui parvenait de la cuisine. C'était Louise, la femme de Joseph Thève. « Bonjour Anka », dit-elle en tendant la main en soutenir. « Bonjour Louise, voici ma fiancée Rebecca Boisbré. Chérie, c'est Louise, la femme de Joseph. » Les deux femmes se serraient la main, se disant enchantées de se rencontrer. « Venez vous asseoir », invita Louise en les précédant au salon. « Où est donc ton mari ?» demanda Anka. « Tu connais ton Joseph, il n'est jamais content de rien. Il vient de descendre acheter de la boisson. Mais il ne va plus tarder à revenir. Stella, viens saluer tonton Anka et sa femme. »« Bonjour tonton », dit une petite fille rouquine comme sa mère qui apparut un doigt dans la bouche, vêtue d'une robe pas très propre. Elle allait justement se laver, expliqua Louise d'un ton d'excuse quand elle vit le regard de Rebecca sur l'enfant. « Antoine, ajouta-t-elle à l'adresse de son fils, va chercher papa, dis-lui que tonton Anka et tante Rebecca sont là. » Le petit garçon, un pan de son tricot dans la bouche et pieds nus, sortit au pas de course. « Ton bébé dort, elle est un peu souffrante depuis hier, ce doit être les dents, » dit Louise à Anka. « Ah bon ?» dit celui-ci en jetant un coup d'œil à la forme étendue sur une petite natte dans un coin du salon. « Je me tais, sinon ma voix risque de la réveiller. » Depuis le fauteuil en sky déchiré par endroits d'où s'échappait la mousse de garnissage, Rebecca regardait ce qui l'entourait. La peinture des murs s'écaillait. Il y avait même quelques toits d'araignées, de la poussière dans certaines encoignures. Quelques-uns des fauteuils étaient boiteux et on leur avait mis un morceau de brique pour les faire tenir. Les rideaux, bien que propres, étaient vieux et défraîchis. En face de Rebecca, un meuble bas en formica couleur bois montrait par sa baie vitrée quelques verres. Sur ce buffet, il y avait des photos, celles des enfants et celles du mariage de Joseph et de Louise. La porte s'ouvrit, livrant passage à Joseph. Les bras chargés de paquets, il s'excusa, salua Rebecca et échangea quelques plaisanteries en aladiant avec Anka, ce qui énerva à juste titre Rebecca. « Alors, notre femme, » dit Joseph, « ça va ?»« Oui, ça va, » fit Rebecca, essayant de lui rendre son sourire. « Qu'est-ce que je vous sers ?» demanda Joseph. « Il y a du coca, du Fanta, du Mirinda et même du Bandit, très frais, très sucré. »« Je prendrai bien du coca avec des glaçons. »« Bien, pas de problème, Rebecca. Je vais chercher les glaçons, » proposa Anka qui se leva aussitôt. Joseph sortit du buffet les verres et prit dans un tiroir un torchon neuf. Il les essuya et ouvrit les bouteilles. Anka arriva aussi avec des glaçons qu'il avait mis dans un mini saladier brun roux avec une cuillère. Il sourit à Rebecca. Louise vint les rejoindre pour trinquer. Aussitôt, le bébé, qui avait quand même presque 1 an et demi, se mit à pleurer. Sa mère le prit et lui donna le sein. Rebecca chercha le regard d'Anka, mais il se déroba. « Anka, je te donne ta fille, je vais aller piler le foutou, » dit Louise. « D'accord. Allez, viens ma cocotte, » dit Anka en prenant la fillette des bras de sa mère. Dès qu'elle le reconnut, elle se mit à sautiller et à dire « Tonton ». Rebecca crevait de jalousie. « Tu vois comme elle est belle ?» demanda Anka à Rebecca. En effet, Tania, c'était le joli visage et le teint de Louise, les taches de rousseur en moins. De plus, Tania avait les cheveux beaucoup plus noirs que les autres enfants de Joseph. « Oui, elle est très belle, mais pourquoi Louise dit-elle que c'est ton bébé ?» J'attendais ta question. Joseph est mon cousin et ses gosses sont un peu les miens aussi. En outre, Tania a été conçue chez moi lorsque j'étais en stage sur une plantation de la saude des palmes. Ils étaient venus pour 1 mois de vacances et au retour, Louise s'est aperçue que le 3e enfant était en route. Cela lui faisait un an déjà qu'on la désirait, cette petite sorcière-là. Le bébé riait aux éclats, visiblement heureux d'être le centre d'intérêt des 2 visiteurs. Pendant toute la semaine, elle n'avait fait que pleurer. C'était vraiment le bébé d'Anka.
Celui-ci, justement, fit mine de le donner à Rebecca, mais le bébé refusa avec des cris et s'accrocha au cou d'Anka. Tania avait sans doute senti que cette jolie dame en chemisier bleu marine et pantalon jean ne pouvait être qu'une étrangère à son monde. Joseph, depuis le début, avait suivi cette petite scène sans broncher. Il voulait voir si Rebecca était capable de s'adapter à leur vie de défavorisée. Longtemps planton, il avait récemment été admis à son examen d'aide comptable, examen qu'il préparait et auquel il se présentait depuis des années sans succès. Sa situation financière s'était nettement améliorée maintenant qu'il avait trouvé un emploi dans une société pétrolière. Il cherchait d'ailleurs à déménager parce que ces 2 pièces-là, ça faisait quand même un peu juste pour eux tous. Autrefois, ils habitaient une cour commune à Adjamé, mais la crasse les avait obligés à fuir. Comment Anka pouvait-il croire que Rebecca, fille de grands bourgeois, pourrait au nom de l'amour se transformer au point d'être à l'aise avec Louise et lui? Et puis, à quoi bon? Becker n'accepterait jamais une fille bêtée comme Bru. Anka le savait parfaitement. Rebecca avait apporté une revue et la lisait. Elle ne proposa pas à Louise de l'aider. D'ailleurs, l'odeur fétide qui, sans aucun doute, provenait des canalisations de l'évier, l'en dissuada tout à fait. Cependant, une bonne odeur s'échappait de la marmite de Louise. C'était la première fois qu'il recevait Rebecca. Il leur fallait mettre les petits plats dans les grands. Surtout qu'on la disait fille de gros bonnets. Joseph et Louise espéraient bien s'en sortir honorablement. Stella et Antoine, où êtes-vous? Demanda Anka. Ils aident leur mère, expliqua Joseph. Si jeune, s'offusqua Rebecca. Et oui, dit Joseph. Antoine a 6 ans, il sait faire la vaisselle, balayer et faire la lessive. Stella a 4 ans, elle aussi apprend tout cela et lave déjà les culottes de sa petite sœur. Avec le temps, ce sera bien et définitivement acquis. Puisque nous n'avons pas les moyens de nous offrir un domestique, il n'est pas évident que nos enfants, eux, un jour le puissent. Alors, nous leur apprenons très tôt à faire l'essentiel eux-mêmes. Au village, les enfants doivent en plus apprendre à travailler dans les champs. C'est ce que les Occidentaux se sont dépêchés de fustiger en le baptisant pompeusement le travail des enfants dans le tiers-monde, expliqua Anka. Effectivement, on a constaté que les enfants, surtout les petits Africains, travaillent trop tôt dans les pays du tiers-monde et ce n'est pas bien, dit Rebecca. Que savent-ils des Africains, eux? S'énerva Joseph. Ne sont-ce pas ces mêmes Occidentaux qui font se prostituer des enfants en Europe et aux États-Unis? Ils se croient tout permis pour donner des leçons aux gens parce qu'ils sont riches. Louise vit chercher Tania et annonça à son mari que le repas était presque prêt. Anka et Joseph s'excusaient auprès de Rebecca et se levèrent. Ils allaient mettre le couvert. Louise mit Tania au dos et prit les plats de service. Elle avait préparé une sauce claire avec de l'agouti, une sauce graine au poisson frais, du foufou et du riz. Bien sûr, elle avait prévu de la ticker aussi. Louise espérait qu'une fois de plus, sa cuisine l'aiderait à nouer une solide amitié. C'est vrai, parfois on ne faisait pas connaissance autrement. La mer. Après déjeuner, Joseph avait embarqué tout le monde sur la plage sur la route de Bassam. Rebecca et Antoine essayaient de sympathiser, tandis que Stella et Tania se disputaient le cœur d'Anka. Louise, femme sans histoire, regardait les autres courir de ceci et de là. Joseph avait dû faire un crochet chez Anka et Rebecca afin que celle-ci prît les maillots, les chaussures et les serviettes pour la plage. Tant bien que mal, un soupçon de confiance s'était installé entre Rebecca et Louise. Mais personne ne se leurrait. Avec Anka, ce ne serait jamais plus comme avant. Rebecca et Anka, se tenant par la main, se jetaient dans l'eau et babotèrent côte à côte. Ils avaient retrouvé leur intimité. Il y avait quelque chose de magique en cela. Dès qu'ils s'isolaient un peu, leur sentiment d'intimité revenait tout de suite et si fort qu'ils avaient la sensation que personne ne s'était trouvé en leur compagnie peu avant. Joseph, Louise, les enfants, ça va? Tu aimes? Ça va, j'aimerais. Tu aimeras? Ok, dit Anka déçu. Je t'aime toi et c'est cela l'important, lui fit remarquer Rebecca. Oublions cela, répondit Anka. Viens jouer au ballon.
Non, embrasse-moi plutôt, suggéra Rebecca qui, coquine, lui présenta sa bouche. Joseph et sa femme couchés à l'ombre observaient le couple. Ils s'aimaient. Dit Louise, il n'y avait pas le moindre doute. Mais l'origine sociale de Rebecca va tout remettre en cause. Non, je crois plutôt que c'est son égocentrisme. Si Rebecca voulait bien descendre de son piédestal, elle saurait être l'épouse d'Anka. Mais elle ne veut faire aucun effort dans ce sens. Ce qu'elle souhaite, c'est voir Anka se hisser jusqu'à elle. Nous ne serons bientôt plus, ma pauvre, de la même sphère qu'eux. Si seulement Beckel laissait faire cela. Or, il n'en sera rien. Tu crois? Bien sûr, ma femme. Je connais ma tante. Regarde Rebecca en maillot de bain 2 pièces. Tu l'imagines chargeant sur sa tête le manioc et de Beckel ou seulement les dents à arracher les mauvaises herbes du champ? Si au moins elle n'était pas de cette ethnie. Les Aladiens exagèrent. Je me demande quelle autre ethnie à part la leur trouve grâce à leurs yeux, dit Louise en riant. Il ne faut pas entendre ma mère critiquer les Wobers et les Bétés, des gens qui ne leur ont rien fait. Ah, ces préjugés. Je crois que mon frère Anka a eu le courage de le dire d'avance à Rebecca. C'est peut-être pour cela qu'elle me semblait si peu détendue en notre compagnie ce matin. La fraîcheur annonciatrice de la nuit obligea les baigneurs à regagner leur maison. Joseph avait déposé Anka et sa fiancée chez eux et était reparti avec sa petite famille. Anka et Rebecca, qui sitôt arrivés, se précipitèrent pour se doucher. Ils avaient chaud et le sel marin leur collait à la peau. Rebecca, qui s'était étendue à la moquette au pied du lit, s'endormit très vite. Anka, lui, se mit au lit. Il n'avait pas sommeil. La présentation de Rebecca à sa mère ne pouvait plus attendre. Elle repartait bientôt et il fallait déjà jeter les bases d'un mariage très prochain. Il savait que Rebecca n'aimait pas l'omniprésence de l'image de Becker dans leur vie quotidienne. Alors, l'aimerait-elle en chair et en os? Anka ne perdait pas de vue le fait que Rebecca était une fille à chichi et que Becker en avait horreur. Comment les accorder? Il les aimait tant toutes les deux. Évidemment, tu ne dormais pas, fit d'un ton de reproche Rebecca en s'éveillant brusquement. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Rebecca, j'ai à te parler. Viens près de moi, c'est très sérieux. Comme d'habitude, mon amour, voilà, j'y suis. Rebecca, ma biche, dit Anka, nous allons déménager. Mon père a une concession où j'ai une maison. Nous allons l'aménager et y habiter. Ce studio coûte trop cher. À Trècheville, tu verras, tu te sentiras bien. Comment? Aller habiter une de ces maisons bizarres avec une cour commune où les gens s'occupent tant de la vie des autres? Tu n'y penses pas, Anka, s'écria Rebecca. Ah, vraiment, tu exagères. À l'heure où tout le monde parle de s'acheter une voiture et de s'établir à Cocody, toi, tu ne songes qu'à régresser en allant habiter à Trècheville, la maison que t'a léguée ton père, sous prétexte que cela permettra de faire des économies pour construire une maison pour ta mère. Tu sais d'où je sors. Tu ne peux pas me proposer ce que tu viens de me décrire comme maison. Rebecca, ne fais pas l'enfant, supplia Anka. D'ailleurs, ajouta-t-il, la semaine prochaine, nous irons au village comme prévu pour que je te présente au mien. Tu comprendras qu'avoir une vraie maison là-bas est un devoir, une nécessité. Nous irons au village si tu le désires, mais je sais une chose, tes intérêts passent avant les miens. Peu importe si je ne veux pas aller à Trècheville, seuls tes projets comptent, n'est-ce pas? Ne sois donc pas superficielle, Rebecca, cria Anka énervé. Tu as longtemps vécu en Amérique et dans un monde huppé ici, à Abidjan, mais tu es une Africaine. Passionne donc en conséquence. Raisonne donc en conséquence. Comment peux-tu être égoïste au point de refuser que je m'occupe de celle grâce à qui nous nous sommes aujourd'hui rencontrés? Nous n'allons pas discuter indéfiniment là-dessus. Fais ton examen de conscience. Détermine ce qu'à travers moi tu aimes, l'homme ou ton confort futur. Et je préfère te dire que tu es mal parti pour devenir l'épouse d'un fils de paysan pauvre. Je sais que tu es fille de riche, mais à mes yeux, cela n'a pas d'importance. J'estime que quand on aime quelqu'un, il faut le suivre dans le trou où il vit. Ce studio dans lequel je t'ai suivi contre ton gré n'est pas luxueux du tout. Et pourtant, je n'ai pas hésité à venir m'y installer. Mais si c'est pour que je sois la boniche de ta mère que tu veux m'épouser, Rebecca s'arrêta de parler. Elle avait trop de peine. Elle pensait qu'Anka
devait y mettre du sien, or il n'en faisait rien. C'était à elle de faire toutes les concessions. Il ne saurait en être question. Elle se mit à sangloter. C'était le scénario habituel. Cette fois-ci, Anka ne marcherait pas. Il ne la prendrait pas dans ses bras pour la consoler. Ce qu'elle n'ignorait pas, c'était qu'Anka ne laisserait pas sa mère pour elle et cela, elle ne pouvait le lui pardonner. Ainsi s'achève notre chapitre. Sur ce, je vous dis à très bientôt.